La guerre entrait dans sa 5e année. La machine de guerre allemande, dont Hitler croyait qu'elle serait l'outil de sa suprématie, était sur le déclin. Après la défaite de Stalingrad en février 1943, les Alliés étaient bien placés pour tirer profit de leurs avantages. Les chefs alliés étaient cependant conscients des dangers qui restaient à affronter. Ils avançaient avec précaution, prenaient des initiatives et progressaient petit à petit vers la victoire. En juillet 1943, ces progrès étaient visibles. En mer, les Alliés étaient sur le point de remporter la bataille de l'Atlantique. Les mesures décidées par le Premier ministre Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt à Casablanca, 7 mois plus tôt, pour contrer la menace des U-boats, portaient leurs fruits. Le moral des équipages des sous-marins allemands était en berne. Le grand amiral Karl Dönitz n'eut d'autre choix que de les désengager des principales routes des convois de l'Atlantique Nord. Pour les Alliés, c'était le petit coup de pouce dont ils avaient besoin. Ce succès face aux U-boats signifiait que les Britanniques et les Américains pouvaient désormais renforcer leur puissance en vue de l'opération Overlord, le débarquement en Europe occidentale. Dans le ciel européen, l'opération Point Blank, nom de code donné à la conférence de Casablanca pour la campagne de bombardement de jour et de nuit contre l'Allemagne et l'Italie, suivait son cours. L'aviation américaine attaquait des cibles de jour dans toute l'Europe de l'Ouest, tandis que la Royal Air Force prenait le relais la nuit. La campagne en Afrique du Nord s'était achevée par une victoire alliée totale. En mai 1943, près de 250 000 soldats allemands et italiens étaient prisonniers des Alliés. Pour l'Allemagne, c'était un désastre militaire pire encore que la défaite de Stalingrad. Les responsables américains et britanniques s'activaient pour préparer les prochaines étapes du conflit, s'étant mis d'accord sur une stratégie simple, Hitler d'abord. En mai 1943, Churchill, Roosevelt et leurs états-majors s'étaient rencontrés à Washington lors d'une conférence, nom de code Trident. L'Afrique du Nord étant sur le point de tomber entre leurs mains, les Alliés s'accordèrent pour envahir la Sicile, nom de code Opération Husky, l'étape logique suivante. Mais au-delà de cela, aucun consensus ne put être trouvé. Les Américains voulaient envahir le nord de la France afin de finir la guerre au plus vite. Les Britanniques voulaient, eux aussi, traverser la Manche pour débarquer, mais seulement après que les forces allemandes aient été balayées partout ailleurs. Ils craignaient un bain de sang similaire au massacre des tranchées de la Première Guerre mondiale. Les Britanniques avançaient comme argument que balayer le régime fasciste de Benito Mussolini et mettre l'Italie hors de combat entraînerait l'ennemi à combattre dans les Balkans et en Grèce, ce qui serait le meilleur moyen de garantir le succès d'Overlord. Les Américains ne voyaient pas du tout les choses ainsi, avançant qu'une telle stratégie entraînerait un éparpillement des ressources et des efforts. Ils insistaient donc pour un débarquement de l'autre côté de la Manche, le plus tôt possible, ce qui réduirait ainsi la pression que subissait l'armée rouge sur le front Est. Car ils gardaient quelque part à l'esprit la crainte que s'ils ne le faisaient pas, les Russes pourraient trouver un accord avec Hitler comme ils l'avaient fait en août 1939. L'Allemagne nazie s'était emparée de larges parties du territoire soviétique. La neige était en train de fondre avec l'arrivée du printemps et les généraux d'Hitler cherchaient à venger le désastre de Stalingrad.
Les préparatifs de l'opération Husky commençaient. Hitler était convaincu que ses ennemis allaient lancer une attaque contre la Sardaigne. Grâce aux fausses informations des services de renseignements alliés, la bataille pour la reconquête du continent européen commença. Lors de la conférence Trident à Washington le mois précédent, les chefs d'état-major du commandement combiné anglo-américain avaient fixé la date de l'opération Overlord au 1er mai 1944. Cependant, les Anglais étaient désireux d'établir une tête de pont en Europe bien plus tôt. La Sicile était juste la première étape. L'Italie tout entière était l'objectif. C'est ce que Churchill et ses conseillers militaires cherchaient à imposer. Mais le général George Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine et promoteur de l'effort de guerre américain, subissait la pression du général Douglas MacArthur, commandant des forces alliées dans le Pacifique du Sud-Ouest, pour qu'il lui fournisse plus d'hommes et de matériel pour combattre les Japonais. Marshall était prêt uniquement à engager les troupes américaines pour envahir la Sardaigne. Il avait reçu les instructions du général Dwight Eisenhower qui lui demandait d'élaborer des opérations afin d'exploiter l'attaque de la Sicile de façon à mettre l'Italie hors de combat. Une fois la conférence Trident achevée, Churchill et son plus ancien conseiller militaire, le général Alan Brooke, chef d'état-major de l'Empire, s'envolèrent vers l'Afrique du Nord pour tenter de persuader Eisenhower que Marshall avait une vue trop courte et lui demander son soutien pour un débarquement en Italie. Sous la pression de Marshall, Eisenhower était forcé d'être prudent. Il promit au chef britannique que si l'opération Husky était couronnée de succès, il pourrait offrir son soutien à une attaque en Italie, mais pas avant. Pendant que les Alliés s'entretenaient, une crise stratégique et politique majeure se profilait pour les puissances de l'Axe. En Italie, il était à redouter que les Alliés ne cherchent à renverser le dictateur fasciste Benito Mussolini. Adolf Hitler gardait un œil sur les événements en Méditerranée et son angoisse grandissait. Conséquence des combats en Russie et de la perte de 8 divisions de l'Axe en Tunisie un peu plus tôt dans l'année, l'espace méditerranéen était pratiquement vide. La grande question stratégique à laquelle était confronté le Führer était de savoir où les Alliés allaient frapper maintenant. Le commandant du théâtre d'opérations méditerranéen, le Field Marshal Kesselring et les chefs de l'armée italienne croyaient qu'un débarquement en Sicile était imminent, mais Hitler n'en était pas si certain. En l'absence de renseignements fiables, il pensait que les Alliés allaient débarquer en Sardaigne. De là, ils allaient logiquement s'emparer de la Corse, qui servirait ensuite de tremplin vers le sud de la France ou l'Italie. D'un autre côté, les Alliés pouvaient aussi envahir la Grèce. Hitler fondait sa réflexion sur des informations glanées depuis des documents top secrets récupérés sur le corps d'un officier des Royal Marines trouvé noyé sur une plage au sud de l'Espagne en avril 1943. Les autorités espagnoles qui avaient découvert le corps pensaient que le Royal Marine s'était noyé à la suite d'un accident d'avion en mer. Des copies de documents originaux furent transmises au service de renseignement allemand par un officier de marine espagnol pro-nazi. Ils révélèrent que la Sardaigne et la Grèce étaient les suivants sur la liste des Alliés. Hitler donna l'ordre de déployer une division de Panzer en Grèce, une autre division d'infanterie motorisée en Sardaigne et 2 divisions de parachutistes d'élite en France pour faire face au risque de débarquement. En fait, toute cette affaire était le fruit d'une remarquable opération des services de renseignement britanniques
car le Royal Marine en question était mort d'une pneumonie en Angleterre. Son corps avait été largué en mer à proximité des côtes espagnoles par un sous-marin britannique et tous les documents et lettres trouvés sur lui étaient bien sûr faux. Grâce à cette habile manipulation, le demi-million d'Anglo-Américains affectés à l'opération Husky allait lutter à 2 contre 1 avec les troupes de l'Axe laissées pour défendre la Sicile. Les Allemands, en fait, ne disposaient que de 2 formations sous-armées pour repousser les assauts. Pas moins de 8 divisions britanniques, américaines et canadiennes étaient rassemblées pour l'attaque, le premier jour de l'opération Husky, faisant de celle-ci la plus importante opération militaire jamais entreprise à cette date par les Alliés. Plus d'hommes allaient débarquer en Sicile dans les premières 24 heures de cette invasion qu'il y en aurait sur les plages de Normandie sur la même durée au cours du D-Day, pratiquement 1 an plus tard. 2 divisions supplémentaires, une britannique et une américaine, allaient ensuite renforcer les têtes de pont en Sicile. Le 5 juillet 1943, au lever du jour, 5 flottes de débarquement sous le commandement de l'amiral Sir Andrew Cunningham filaient à toute allure vers la Sicile depuis les côtes africaines. Au large de l'île forteresse de Malte, moins de 24 heures avant le débarquement, ces flottes formèrent 2 groupes. Le premier, la Task Force Est, sous le commandement du vice-amiral de la Royal Navy Bertram Ramsay, comprenait presque 1700 navires de guerre, transports de troupes et chalands de débarquement, complétés par 4 divisions anglaises et canadiennes sous le commandement du général Bernard Montgomery. Le deuxième groupe était la Task Force Ouest, sous le commandement du vice-amiral de l'US Navy Kent Hewitt, avec également 1700 navires et 4 divisions américaines conduites par George Patton. Les stratèges de l'opération Husky réservaient une autre surprise aux troupes de l'Axe présentes sur l'île, sous la forme de troupes aéroportées de la 1re Airborne britannique et de la 82e aéroportée américaine, prêts à atterrir à l'intérieur des terres. L'invasion réussie de la Crète par les troupes aéroportées allemandes en mai 1941 avait incité les Alliés à constituer plusieurs divisions de parachutistes ou de planeurs. L'opération Husky allait être leur baptême du feu. Eisenhower, en professionnel avisé, choisit le général Harold Alexander, connu pour son charisme et son sang-froid au feu, pour diriger l'opération Husky. Si le charisme est toujours utile, le sang-froid, en l'occurrence, était indispensable, car sous les ordres du général Harold Alexander se trouvait le général Bernard Montgomery, célèbre pour sa victoire à El Alamein, et le général George Patton, bien connu pour son caractère flambeur et son style de commandement agressif. Husky était la première opération dans laquelle ces 2 officiers ambitieux et notoirement égocentriques allaient servir ensemble, et si 2 personnes semblaient destinées à aller au clash, c'était bien Montgomery et Patton. Le débarquement allié en Sicile débuta aux premières heures du 10 juillet 1943. La 7e armée de Patton devait débarquer sur un front de 60 km sur la côte sud de l'île,
tandis que la 8e armée de Montgomery allait accoster sur un front large de 50 km de l'autre côté, dans l'extrémité sud-est de la Sicile. Au début de la préparation de Husky, il avait été prévu que l'objectif principal de Patton devait être le port de Palerme sur la côte nord-ouest de l'île. Mais les stratèges alliés étaient inquiets car les troupes américaines manquaient alors d'expérience pour une opération aussi pointue. À la place, la 7e armée reçut la mission de protéger le flanc gauche de Montgomery lors de son avancée vers Messine pour bloquer la retraite des forces de l'Axe. Pour le général américain, surnommé Blood and Guts, c'est-à-dire du sang et des tripes, c'était comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. Il était déterminé à prouver à ses détracteurs qu'il se faisait une idée fausse de la valeur des hommes sous son commandement. Au cours de l'opération Husky, Patton eut la possibilité de le prouver avec éclat. Les choses n'auraient pas pu mieux se passer pour l'importante flotte de débarquement anglo-américaine. Elle réussit à approcher de la Sicile pratiquement sans opposition. Les sous-marins allemands coulèrent 6 navires de transport et chalands de débarquement, mais il n'y eut aucune attaque de l'aviation ennemie. En préparation à l'opération Husky, les bombardiers alliés avaient dévasté tous les aérodromes de Sicile, forçant les appareils de la Luftwaffe et de la Regia Aeronautica à rapatrier leurs avions en Italie. Face aux 4000 avions alliés, ils ne pouvaient aligner que 1500 appareils. En réalité, le principal obstacle à l'opération Husky fut la météo. La veille du débarquement, pendant l'après-midi du 9, le vent se leva lors d'un formidable orage qui eut pour conséquence de rendre malade une grande partie des troupes qui se préparaient à débarquer. Par chance, les vents se calmèrent dans les heures qui précédèrent le débarquement. Mais les terribles turbulences au-dessus de la Sicile semèrent la confusion dans les formations d'avions de transport de troupes et de planeurs en route vers leur zone de largage et d'atterrissage. Les parachutistes et les planeurs furent éparpillés au-dessus du sud de l'île. 47 des 134 planeurs britanniques finirent dans l'eau. Mais la soudaine apparition des troupes aéroportées qui étaient parvenues à sauter sur la Sicile créèrent la panique à l'arrière des positions ennemies. À l'aube du 10 juillet, sous le couvert d'un terrible bombardement naval, les premières troupes alliées débarquaient. La stratégie d'Eisenhower avait permis aux Alliés d'établir une première tête de pont sur le sol européen. Mais les troupes débarquées n'avaient aucune idée de la résistance que leurs adversaires allaient leur opposer. Curieusement, dans le secteur britannique, pratiquement toutes les troupes italiennes rencontrées par la 8e armée de Montgomery se rendirent sans même tenter d'engager le combat. Sans surprise, l'essentiel des hommes incorporés dans les 6 divisions de défense côtière étaient siciliens. Ils n'avaient qu'une faible attirance pour le régime fasciste de Mussolini et avaient encore moins envie de voir leur pays subir les ravages de la guerre. En quelques heures, Montgomery disposait de 4 divisions à terre avec leur armement lourd, alors que Patton et les Américains rencontraient une opposition plus importante.
Le premier jour de l'opération, les chars italiens puis allemands firent leur apparition, mais les Italiens furent rapidement mis en pièces. Plus tard dans la journée, un groupe de bataille de la division Hermann Göring réussit à balayer un bataillon d'infanterie américaine. Le lendemain, le 11 juillet, le général Alfredo Guzzoni, le commandant en chef italien de toutes les troupes présentes en Sicile, donna l'ordre à la division Hermann Göring, renforcée par la division italienne Livorno, de repousser à la mer l'ennemi. Les avions italiens et allemands basés en Italie se joignirent à l'attaque et les troupes américaines se retrouvèrent assiégées. Les hommes de Patton combattirent avec l'énergie du désespoir pour maintenir l'ennemi à distance, les panzers s'étant avancés de plusieurs kilomètres à l'intérieur des zones conquises. Plus tard, l'artillerie et l'US Navy réussirent à briser l'attaque des forces de l'Axe. À droite de la tête de pont de la 7e armée américaine, une force hétéroclite de parachutistes et d'infanterie stoppa une autre contre-attaque allemande. La 7e armée de Patton perdit 2300 hommes pendant ces 24 heures les plus sanglantes de toute la campagne de Sicile. Les Américains allaient subir des pertes encore plus lourdes avant que l'aube du 12 juillet ne se lève. Des avions et des planeurs transportant 2000 hommes reçurent l'ordre d'aller renforcer la 82e division aéroportée. Bien que 23 avions aient été descendus, tuant 200 soldats américains de plus, la menace sur le secteur américain était levée. Les plages étant sécurisées, les Alliés furent prompts à mettre en service 2 engins, dont la technologie, développée par les Américains, allait jouer un rôle important dans les futurs affrontements. Le Tank Landing Ship, baptisé LST, et le véhicule amphibie de 2,5 tonnes, le DUKW, se révélèrent particulièrement efficaces lors de l'opération Husky. Capables d'acheminer hommes et munitions rapidement, les forces de débarquement ne dépendaient plus de la prise rapide d'un port, ce qui allait s'avérer déterminant lors de l'opération Overlord, c'est-à-dire le débarquement en Normandie. Les préparatifs du débarquement en Europe de l'Ouest allaient bon train. Les ingénieurs britanniques développaient d'audacieux projets pour que les troupes alliées et leurs approvisionnements soient acheminés précisément là où elles seraient indispensables. Mulberry était le nom de code des éléments préfabriqués d'un port flottant capable d'être acheminé près des côtes françaises. Beaucoup de travail allait être encore nécessaire pour faire de ce projet original une réalité. Les Alliés avaient réussi à débarquer des centaines de milliers de soldats en Sicile et pourtant des frictions au sein du haut commandement commençaient à apparaître. Les troupes anglaises et canadiennes avaient rapidement nettoyé le coin sud-est de l'île. Elles avançaient vers le port de Messine pour piéger les troupes du général Guzzoni, mais elles rencontrèrent une résistance acharnée des Allemands. Les panzers, renforcés par des troupes aéroportées d'élite acheminées depuis le sud de la France, leur barraient la route. Le relief compliqua encore les choses car derrière les panzers, il y avait l'Etna, un volcan encore actif, qui s'élevait à 3000 mètres au-dessus de la plaine de Catane. Pour contourner les positions allemandes au pied de l'Etna, Montgomery chargea Alexander de faire le lien entre sa 8e armée et la 7e de Patton le 13 juillet. Ce mouvement permit aux Britanniques d'avancer grâce à l'autoroute 124, la route principale au centre de la Sicile, avant de tourner vers le nord-est à Enna en direction de Messine. Patton était furieux. Comme nombre de généraux américains, il détestait Montgomery. En redessinant les espaces interarmés en faveur de Montgomery,
Alexander réduisait la 7e armée américaine au rôle de bouclier pour la 8e. Patton décida que le meilleur moyen de convaincre Alexander était de s'emparer de Palerme, la capitale de la Sicile, et port important. Si Palerme tombait aux mains des Américains et si les lignes d'approvisionnement étaient assurées, il pousserait vers l'est, vers Messine, et atteindrait la ville avant son rival britannique. Afin d'amadouer Alexander, il obtint un accord pour que ses troupes avancent en reconnaissance vers la ville d'Agrigente. Une fois Agrigente tombée le 15 juillet, Patton persuada Alexander de l'autoriser à avancer vers Palerme. Balayant les arrière-pensées de son supérieur britannique, Patton, le général Sang et Trippe, forma un corps spécial de 3 divisions rapides destinées à s'emparer de Palerme. Les troupes italiennes qu'ils rencontrèrent sur la route n'opposèrent pas une grande résistance à sa progression. Palerme tomba le 22 juillet et 48 heures plus tard, tout l'ouest de la Sicile et 53 000 soldats italiens étaient aux mains de la 7e armée américaine. En Italie, la nouvelle de la prise de Palerme par les troupes de Patton fut suivie quelques jours plus tard par l'effondrement du régime fasciste. Bien que dictateur en Italie depuis 1922, Benito Mussolini avait toujours partagé son pouvoir avec le roi Victor Emmanuel III et avec l'armée italienne. Le roi et l'armée n'avaient jamais apprécié l'alliance de Mussolini avec Hitler. Désormais, cette alliance menaçait de les entraîner dans sa chute. L'invasion de la Sicile signifiait pour les antifascistes que le temps était venu. L'impulsion finale fut fournie par un important bombardement de l'US Air Force sur Rome le 19 juillet. La cible était la gare de triage, mais de nombreuses bombes tombèrent aux alentours, tuant et blessant des centaines de civils. L'opinion publique de la ville était désormais très hostile au régime fasciste. Le 24 juillet, Mussolini exigea du Grand Conseil fasciste à Rome qu'il mette un terme à la crise politique grandissante. À la grande surprise de Mussolini, ses collègues fascistes l'informèrent qu'ils n'avaient plus confiance en lui. Le lendemain, le roi le démit de son poste de Premier ministre et le fit arrêter. Sans un seul coup de feu, le régime fasciste s'était effondré. Le maréchal Pietro Badoglio, un ancien chef de l'armée italienne, devint Premier ministre. Pour ne pas se mettre les Allemands à dos, il annonça prudemment que la guerre continuait aux côtés de nos alliés allemands. La nouvelle de la chute de Mussolini survenait à un moment critique des opérations menées par Hitler à l'Est. Depuis le 5 juillet, un combat titanesque à la vie et à la mort opposait la Wehrmacht et l'armée rouge dans la chaleur des steppes russes. Mais pour la première fois dans la campagne du front Est, les opérations anglo-américaines allaient jouer indirectement un rôle décisif. Depuis 5 mois, c'était l'impasse sur le front russe. Une tentative de l'armée rouge pour tirer profit de la grande victoire de Stalingrad avait été stoppée par une brillante contre-attaque des troupes allemandes réunies par le maréchal Erich von Manstein, l'un des meilleurs tacticiens d'Hitler. La ville de Kharkov, prise par les troupes soviétiques en février, fut reprise par des panzers de la Waffen-SS en mars. Mais l'armée rouge était parvenue à conserver et à tenir une poche de 150 km sur 180 entre Orel au nord et Belgorod au sud. Au centre se trouvait la ville de Koursk.
La chaleur était de retour sur le front russe et Hitler et ses généraux étudiaient les prochaines opérations. Sur leur carte, ils pouvaient constater que la ligne de front s'étendait désormais de Leningrad au nord jusqu'à Rostov-sur-le-Don au sud. La poche de Koursk et les armées soviétiques qui s'y trouvaient retranchées semblaient mûres pour être accueillies. Le chef d'état-major, le général Kurt Zittler, voulait les isoler par un mouvement en tenaille. Il était soutenu par deux maréchaux, Erich von Manstein et Hans von Kluge. Mais le Führer n'était pas pressé de prendre une décision. Après la capitulation des dernières forces de l'Axe en Italie le 13 mai, il craignait un débarquement anglo-américain en Europe. La Wehrmacht devait-elle essayer de balayer la poche de Koursk ou fallait-il attendre que l'armée rouge ne lance son offensive d'été? Une grosse frappe préventive pourrait contrarier les plans de Staline, mais si les Anglo-Américains débarquaient en Sardaigne, en Grèce, en Sicile dans le même temps, Hitler pouvait se retrouver à court de réserve pour le théâtre d'opérations méditerranéen. Exceptionnellement, le Führer n'arrivait pas à prendre une décision. Son inspecteur des troupes de Panzer, le célèbre commandant des troupes blindées Heinz Guderian, était fermement opposé au projet de Kurt Zittler. Est-il vraiment nécessaire d'attaquer Koursk cette année? Pensez-vous que qui que ce soit sache où se trouve Koursk? Le monde entier se fiche de savoir si nous allons prendre Koursk ou non, déclara-t-il à Hitler. Le Führer lui répondit « Je sais, mais y penser m'obsède ». L'offensive, qui avait reçu le nom de code Citadelle, prévue à l'origine pour le 4 mai, fut repoussée. Dans le même temps, l'information était transmise au haut commandement soviétique par les services de renseignement britanniques grâce au réseau d'espionnage Lucie basé en Suisse. De plus, les sources de l'armée rouge fournissaient à Staline des informations sur les plans allemands. Durant l'été 1943, la Wehrmacht et l'armée rouge pouvaient compter sur 3 millions de soldats chacune, soit 6 millions au total. Mais l'Allemagne était en train de perdre la course à l'armement contre l'Union soviétique. Jour après jour, l'équilibre des forces sur le front russe penchait en faveur de Staline. En prévision de l'engagement, la Wehrmacht rassemblait 50 divisions, dont 17 de Panzer, qui allaient apporter dans la bataille la puissance de leurs nouveaux chars Tigre et Panthère et du puissant canon automoteur de 88 mm baptisé Ferdinand. Les Allemands disposaient de 900 000 hommes, 3 000 chars et près de 2 800 avions pour l'opération Citadelle. Mais la préparation de l'offensive avait laissé le temps à l'armée rouge de bâtir un système sophistiqué de champs de mines, de fossés et de positions d'artillerie anti-chars afin de protéger la poche de Koursk sur une profondeur de 150 km. Pour empêcher toute percée, Staline avait rassemblé pas moins de 1 300 000 soldats, 3 600 chars, 20 000 canons et environ 2 800 avions. En plus d'avoir perdu l'avantage de la surprise, la Wehrmacht était en infériorité en hommes et en armes. Le 3 juillet, sans aucun signe de mouvement significatif allié en Méditerranée, le Führer donna le feu vert à l'opération Citadelle. « 24 heures plus tard, les troupes allemandes lancèrent des attaques test contre les défenses du périmètre extérieur des positions russes. Le lendemain, le 5 juillet, l'offensive principale débutait.
La 9e armée, sous les ordres du général Walter Model, du groupe d'armées du Centre, forma la partie nord de la tenaille de l'opération Citadelle, et ses chars tentèrent d'enfoncer les défenses soviétiques sur un front large d'une 50aine de kilomètres. Après 4 jours, la bataille ralentit. Au sud, la 4e armée de Panzer et le détachement d'armée Kampf percèrent un couloir d'une 30aine de kilomètres. Le 12 juillet, ils étaient sur le point de percer les défenses soviétiques. Ce même jour eut lieu la plus grande bataille de blindés jamais vue, lorsque les 2 armées blindées allemandes et russes furent face à face à Prokhorovka. Pendant 8 heures, des milliers d'hommes dans la poussière de la steppe, transpirants et effrayés, bloqués dans leurs véhicules lourdement armés, s'affrontèrent dans un chaos indescriptible. Des centaines moururent, déchiquetés par les éclats d'acier fondu ou carbonisés par les explosions d'essence ou de munitions. Mais alors que la gigantesque bataille de blindés faisait rage, l'armée rouge lança une offensive contre le groupe d'armées du Centre. La 9e armée de Model fut contrainte à la défensive. Le jour suivant, le 13 juillet, Hitler fit le point sur les progrès de Citadelle. Quelques gains de terrain avaient été faits, mais les pertes étaient lourdes, 50 000 morts et blessés. Le débarquement en Sicile, 3 jours plus tard, inquiéta le Führer. Désireux de mobiliser ses réserves pour protéger l'Italie, il donna l'ordre de stopper l'offensive de Koursk. En l'espace d'une nuit, la Wehrmacht fut forcée d'abandonner les champs de bataille de Koursk. Le 5 août, Moscou célébrait la libération d'Orel et Belgorod avec un énorme feu d'artifice. Un peu moins de 3 semaines plus tard, le 24 août, les troupes soviétiques reprirent Kharkov pour la 2e et dernière fois. La Wehrmacht continuait à combattre à l'est, mais tout espoir de victoire s'était évanoui. Parallèlement, Hitler tenta de remotiver son allié italien, le duce Benito Mussolini. Le 19 juillet, Hitler s'envola vers l'Italie afin de le rencontrer. Dans une villa solidement gardée, à Feltre, le Führer parla pendant 2 heures, sans interruption, pour redonner courage et volonté à son ami le duce. Le 24, les quartiers généraux d'Hitler furent informés de l'éviction de Mussolini ainsi que d'un raid aérien important sur la ville de Hambourg. Ce raid fut le premier des 3 mené contre cette ville au cours duquel le bombeur-commande de la RAF brouilla les radars de défense aérienne allemands grâce à des milliers de bandes de feuilles d'aluminium, nom de code de l'opération Window. La flaque était aveuglée. Les chasseurs de nuit britanniques larguèrent des bombes incendiaires sur le vieux centre-ville, déclenchant un incendie qui se transforma en tempête de feu qui dévora tout sur son passage. On estime à environ 30 000 le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui périrent et à 500 000 le nombre de sans-abri. Durant les derniers jours de juillet 1943, les échos de la destruction d'Hambourg et des lourdes pertes humaines se répandirent comme une vague de peur dans les autres villes allemandes, pour la plupart préservées jusqu'alors des bombardements alliés. Au sein du parti nazi, les responsables s'interrogèrent pour la première fois. Est-ce que le mécontentement sur le déroulement du conflit allait causer l'effondrement du régime, comme cela s'était produit avec Mussolini ? Chez les Alliés, le général Patton était déterminé à prendre Messine le premier. Il déclara à un de ses commandants « C'est une course équestre dans laquelle le prestige de l'US Army est en jeu. Nous devons prendre Messine avant les Anglais. »
La 8e armée britannique était coincée au pied de l'Etna et même s'ils parvenaient à déloger les défenses allemandes et italiennes de leur position en hauteur, les troupes alliées étaient ralenties par les champs de mines ennemis et des ponts détruits. Lorsque les premières troupes américaines entrèrent dans Messine le 17 au matin, ils trouvèrent une ville désertée. Peu après que Patton ait reçu la reddition de la ville, une petite colonne motorisée britannique entra dans le port. Patton avait gagné la course, mais c'était une victoire fantôme. En 6 jours et 7 nuits, 40 000 Allemands et plus de 60 000 Italiens avaient été évacués par le détroit de Messine avec la plupart de leurs véhicules, leurs armes lourdes et leurs réserves. La Sicile étant maintenant entre leurs mains, les Britanniques et les Américains pouvaient désormais organiser des convois maritimes à travers la Méditerranée, plutôt que de leur faire le tour de l'Afrique jusqu'au canal de Suez. Le 17 août au soir, l'opération Husky prenait fin. En Angleterre, 571 Halifax et Lancaster décollaient de leur base dans le Lincolnshire et l'East Anglia pour attaquer le centre d'expérimentation des armes secrètes allemandes à Peenemünde, sur la Baltique. Pendant les mois précédents, les missions de reconnaissance photographique de la RAF au-dessus de Peenemünde avaient permis de découvrir l'existence de la fusée A4 à longue portée et de la bombe volante FG-76 que Hitler espérait pouvoir employer contre Londres avant la fin de l'année 1943. Au cours de l'attaque de la RAF, 1600 tonnes de bombes classiques et 231 tonnes de bombes incendiaires furent larguées, détruisant une grande partie du site et tuant plus de 730 personnes, dont 2 très importants scientifiques allemands. Le lendemain, le général Hans Jeschonek, chef d'état-major de la Luftwaffe, se tira une balle dans la tête pour n'avoir pas réussi à empêcher le bombardement de Peenemünde. Les Britanniques espéraient que ce raid aérien porterait un coup fatal au programme nazi d'armes secrètes. Mais à la fin de l'année, il était évident que les Allemands continuaient leurs essais de fusées et de bombes volantes dans des centres d'essais situés au-delà de la portée des bombardiers alliés. Ce même 17 août, Churchill et Roosevelt, ainsi que leurs conseillers militaires et diplomatiques, se rencontrèrent pour la 2e fois en 3 mois, cette fois sur le sol canadien, au Québec. La conférence reçut le nom de code Cadran. Au programme, l'opération Overlord, le théâtre méditerranéen, l'Extrême-Orient et Tubelois, le nom de code du projet anglo-américain pour produire conjointement une bombe atomique. Durant des mois, les Britanniques plaidaient en faveur d'un débarquement en Italie, car de là, les Alliés pourraient frapper les Balkans et ouvrir une route maritime par la mer Égée, en supposant que l'on puisse convaincre la Turquie d'abandonner sa neutralité. Roosevelt suivit en partie Churchill. Une fois les troupes alliées solidement établies en Sicile, Eisenhower reçut l'ordre de préparer un débarquement en Italie. La chute de Mussolini rendait l'opération urgente, mais il n'avait qu'un temps limité pour le faire, car un grand nombre de navires de débarquement américains devaient être transférés dans le Pacifique. Mais où les Alliés devaient-ils débarquer? Churchill optait pour un débarquement en haut de la péninsule italienne, le plus près de Rome. Pourquoi devrions-nous remonter la jambe comme des poux depuis la cheville? Le mieux est de frapper directement au genou, grommela-t-il. Les planificateurs d'Eisenhower, peu désireux de débarquer au-delà de la portée des chasseurs alliés, statuèrent sur ce qu'ils pensaient être un compromis de sécurité. L'opération Avalanche, un débarquement de 190 000 Britanniques et Américains dans le golfe de Salerne, sur la côte est de l'Italie. Une fois débarquées, les troupes alliées devaient avancer sur Naples pour sécuriser leurs lignes logistiques et ensuite progresser vers l'Adriatique pour bloquer les troupes allemandes dans le sud de l'Italie. Hitler, averti par ses services de renseignement que les Italiens voulaient abandonner, ordonna la concentration de puissantes réserves autour de Rome et d'autres villes clés dans toute l'Italie. Si Badoglio changeait de camp, le haut commandement avait prévu un plan, nom de code Axis, pour s'emparer du roi d'Italie, du gouvernement italien, désarmer les troupes et occuper leurs positions les plus importantes.
Mais Hitler était toujours hésitant et dans le même temps, il ne pouvait oublier son ami Mussolini qui était emprisonné sur ordre du gouvernement de Badoglio depuis le 25 juillet. Des parachutistes SS commandés par le major Otto Skorzeny reçurent la mission de trouver le Duce et de le ramener en Allemagne. Le jour du 4e anniversaire de la déclaration de guerre contre l'Allemagne nazie du Premier ministre Neville Chamberlain, les troupes britanniques et canadiennes de la 8e armée de Montgomery traversèrent le détroit de Messine lors de l'opération Baytown. Sous le couvert d'un violent barrage d'artillerie, ils fondirent sur Reggio di Calabria et ne rencontrèrent absolument aucune résistance. À la nuit tombée, ils avaient fait prisonnier 3 traînards allemands et 3000 Italiens. Pour la première fois depuis avril 1941, les troupes britanniques étaient de retour sur le continent européen. Montgomery avait toujours douté de l'intérêt de Baytown. De son point de vue, un débarquement de la 8e armée au pied de l'Italie ne pouvait pas aider le principal débarquement allié à Salerne, mais il suivait les ordres. Cependant, ces troupes, retardées seulement par de petites troupes d'arrière-garde allemandes, semblaient assez peu pressées de remonter vers le nord. Pendant 2 jours, à partir du 5 septembre, les troupes américaines et britanniques, fortes de 3 divisions et de 2 brigades de commando, prirent part aux phases d'assaut de l'opération Avalanche, embarquées depuis des ports d'Afrique du Nord et de Sicile. Ils appartenaient à la 5e armée américaine sous le commandement du général Mark Clark. L'armée de Clark devait débarquer sur un front de 50 km dans le golfe de Salerne, entre Amalfi sur la péninsule de Sorrente à gauche et Agropole à droite, la ville de Salerne se trouvant juste au centre. Clark espérait prendre l'ennemi par surprise, donc il se dispensa des bombardements aériens et navals habituels. Ce fut une décision imprudente. Clark était un officier courageux et charismatique, mais il n'avait pas commandé de troupes au combat lors de cette guerre. Alors que la flotte de débarquement filait vers Salerne, les nouvelles de l'armistice signé avec Badoglio furent diffusées sur les radios alliées. L'annonce surprit les Italiens mais poussa les Allemands au combat. Les troupes du Troisième Reich, sous le commandement du Feldmarschall Kesselring, chef du théâtre des opérations en Méditerranée, lancèrent rapidement l'opération Axis. La plupart des troupes de Badoglio qui espéraient rejoindre les Alliés furent désarmées ou balayées. Par chance pour la 82e division aéroportée américaine, son largage sur Rome fut annulé à la dernière minute. La principale flotte de combat italienne réussit à prendre la mer depuis sa base de la Spezia. Alors qu'elle passait la Sardaigne à toute vapeur pour aller à la rencontre de la Royal Navy, le cuirassé Roma fut coulé par une nouvelle arme anti-navire allemande, la bombe planante HS-293. Mais le reste de la flotte italienne arriva sans dommage à Malte. Le 11 septembre, l'amiral Sir Andrew Cunningham, commandant en chef de la flotte méditerranéenne de la Royal Navy, signala à Londres « Nous sommes heureux de vous signaler que la flotte de combat italienne est à l'ancre sous les canons de la forteresse maltaise. » 12 heures avant de débarquer dans le golfe de Salerne, les 80 000 soldats alliés qui prenaient part aux premières phases de l'opération Avalanche découvrirent qu'ils étaient attendus. Les bombardiers de la Luftwaffe attaquèrent les navires de débarquement. À l'aube du 9 septembre, les premières vagues de Britanniques et d'Américains montèrent à bord de leurs chalands de débarquement et s'approchèrent des plages sous un déluge de feu. Dans le secteur britannique, les navires soutenant les débarquements des 46e et 56e divisions bombardèrent les défenses côtières ennemies. Mais dans le secteur américain, à Paestum, le commandant de la 36e division du Texas, entrant en action pour la première fois, obéit aux ordres de Clark de ne pas faire établir de barrage d'artillerie contre la côte.
Les Texans subirent de lourdes pertes. Le maréchal Kesselring avait deviné avec précision le lieu du principal débarquement en Italie. Pour le contrer, il avait déployé 6 divisions sous le commandement du général Heinrich von Wittenghoff, commandant de la 10e armée, à proximité immédiate de Salerne. Dans un premier temps, le débarquement se déroula comme prévu. Les Rangers américains et les commandos britanniques prirent rapidement la ville de Salerne et s'emparèrent de la vallée qui menait à Naples sur le côté gauche du flanc de la 5e armée. Mais les 3 divisions d'assaut allaient devoir livrer de durs combats en s'avançant dans les terres. Les failles de l'opération Avalanche commencèrent à apparaître. La tête de pont de la 5e armée américaine était trop large pour seulement 3 divisions et les vétérans de von Wittenghoff réussirent à se déplacer rapidement pour exploiter l'espace entre les Britanniques à gauche et les Américains à droite. Les Rangers et les commandos qui défendaient les défilés dans la montagne se trouvèrent terriblement exposés aux attaques ennemies. Le 12 septembre, les combats à Salerne entrèrent dans leur phase la plus critique. Les Allemands étaient déterminés à éliminer la tête de pont de la 5e armée américaine avant que la 8e de Montgomery ait le temps de la renforcer depuis le sud. Pendant les 72 heures suivantes, de violentes contre-attaques parvinrent presque à repousser les Américains à la mer. Le soir du 13 septembre, Mark Clark demanda même au commandement naval de l'aider à évacuer les quartiers généraux de la 5e armée établis sur la tête de pont. Mais l'ennemi fut repoussé par l'artillerie de la 5e armée américaine et les canons des navires alliés croisant au large. Les renforts alliés accélérèrent le mouvement pour rejoindre Salerne. La menace s'estompa. Le 16 septembre, la 8e armée de Montgomery finit par rejoindre la 5e de Mark Clark et le même jour, von Wittenghoff donna l'ordre à la 10e armée allemande de se retirer vers le nord. Le calvaire de la 5e armée américaine était enfin terminé. Comme à l'accoutumée, les Allemands réussirent une retraite des plus habiles. Et ce n'est que le 1er octobre que les unités de la 7e division blindée britannique entrèrent dans Naples, qui était bien sûr l'objectif principal de l'opération Avalanche. L'opération Avalanche était donc terminée. Elle avait coûté aux Alliés plus de 12 000 hommes. Mais les forces de von Wittenghoff, bien qu'en sous-nombre, étaient toujours en état de combattre. Il en était de même pour l'ami et allié d'Adolf Hitler, Benito Mussolini. Les Alliés avaient effectué leur premier pas sur le sol européen, mais l'affrontement pour le ventre mou de l'Europe, comme Churchill aimait appeler l'Italie, n'en était qu'à ses débuts.